les autorisations sont attaquées. Elles le sont dans l'éolien terrestre dans 75% des cas, par exemple, dans l'éolien marin dans presque 100% des cas. Bonjour, je m'appelle Geoffroy Berton, je suis associé en droit public au sein du cabinet Euric, cabinet que j'ai rejoint en 2011 et je suis associé depuis 3 ans, depuis le début de l'année 2020. Je fais du droit public orienté vers les énergies et les infrastructures. En matière d'infrastructures, notre équipe travaille sur des projets portuaires, routiers et aéroportuaires notamment. Et en matière d'énergie, nous travaillons essentiellement sur les énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien marin, de l'éolien terrestre, du solaire, de la biomasse ou encore du biogaz. Nous intervenons dans le cadre du développement des projets, dans leur structuration, dans leur financement, pour un ensemble de clients privés et parfois publics, notamment l'État. Et nous intervenons aussi dans le cadre de volets, dans le cadre de transactions M&A, donc d'acquisition de sociétés intervenant dans le secteur de l'énergie. Alors l'objectif de la loi figure dans son libellé, c'est l'accélération de la production des énergies renouvelables. La loi s'inscrit dans un contexte assez particulier, un contexte d'urgence si l'on peut dire. Aujourd'hui en France, 2/3 de l'énergie consommée vient des énergies fossiles. Et on se trouve dans une situation d'urgence et de crise en raison d'un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est évidemment la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique et de décarboner l'énergie. Le deuxième facteur, c'est le bouleversement des circuits d'approvisionnement de l'énergie du fait du contexte géopolitique lié notamment à la guerre en Ukraine. Ces deux éléments-là nécessitent de produire plus et de produire de manière décarbonée, tout en couplant ces objectifs avec la nécessité d'avoir une consommation plus sobre de l'énergie. Donc cette loi s'inscrit dans ce contexte particulier, et à cela s'ajoute le fait qu'aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables a beaucoup baissé. C'est une énergie qui est devenue très compétitive. On le voit par exemple avec l'éolien en mer. Les coûts aujourd'hui sont assez bas, en tous les cas pour ce qui est de l'éolien posé. Voilà. Ces éléments-là constituent le contexte dans lequel a été adoptée la loi et son objectif aussi, bien sûr. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que cette loi est le premier volet d'un dispositif législatif qui a vocation à se déployer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Cette loi, c'est la première pierre du dispositif. La deuxième, qui est en cours de discussion au Parlement, c'est la loi qui vise à développer les installations nucléaires à proximité des installations existantes. Et le troisième volet, d'ici la fin de l'année 2023, c'est la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie pour affiner encore la stratégie de l'État en matière de production énergétique. Voilà l'ensemble des objectifs, le contexte, et à cela s'ajoute évidemment un sous-jacent européen très important, avec un règlement paru en décembre dernier sur l'accélération de la production des énergies et la réforme du marché de l'électricité qui est aujourd'hui en cours. Il y a eu beaucoup de critiques, comme vous l'indiquez, en particulier sur le projet quand il était en discussion au Parlement. Des critiques qui, pour certaines, émanaient d'acteurs clés de la filière de production des énergies renouvelables. Certains invitant même les parlementaires à ne pas voter ce texte, dans la mesure où, selon eux, il n'accélérait pas la production, mais il introduisait en réalité des freins. Ce qui était surtout reproché, et ce qui l'est encore, c'est le fait que cette loi crée sur certains territoires, ou a vocation à créer, des zones d'accélération de la production des énergies, qui sont des instruments de planification. Et la crainte, dont on verra si elle est fondée ou non, c'est que ces zones soient tellement difficiles à mettre en place qu'en réalité, il n'y ait pas vraiment d'accélération. Ce qu'on peut dire néanmoins, si on voit les choses peut-être sous un autre rapport, on peut souligner deux éléments.
Le premier, c'est que malgré les critiques, cette loi comprend un certain nombre d'éléments qui permettront sans doute le développement des énergies et qui, en tous les cas, sur le plan juridique, permettent d'affiner le cadre juridique et de le rendre plus approprié sur certains points pour le développement de l'énergie. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est que la loi n'a pas vocation à tout faire. La loi, c'est un instrument, une impulsion juridique et politique, mais ce qui comptera sans doute vraiment, c'est la manière dont les choses se passent en pratique. Aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont essentiels dans la réalité des faits pour le développement de l'énergie. C'est la capacité des autorités administratives à instruire les demandes d'autorisation et à les délivrer rapidement pour ne pas freiner les projets. Et un autre élément important, là encore concret et pratique, c'est la capacité des gestionnaires de réseaux, de distribution et de transport à déployer leur raccordement pour pouvoir raccorder les installations de manière à ce qu'elles puissent injecter. Voilà. Donc au-delà de l'aspect purement législatif, aujourd'hui il y a d'autres enjeux essentiels qui sont sans doute ailleurs et davantage dans les faits et la pratique. Avoir une analyse globale de ce texte, c'est un exercice compliqué, et mettre une appréciation générale, ça l'est aussi. Il ne s'agit pas de se protéger en disant ça, c'est plutôt que le texte est très dense, il comprend 116 articles, et ce sont 116 articles qui sont autant de mesures spécifiques pour développer les énergies renouvelables en France. Donc se dire est-ce que l'ensemble de 116 articles, assez différents les uns des autres, est bon ou pas, c'est un exercice qui ne relève sans doute pas de l'analyse juridique. Ce qu'on peut noter néanmoins, c'est que dans ce texte, il y a des éléments qui permettent la planification. On l'a dit, ce sont ces zones notamment d'accélération. Il y a des éléments de simplification avec la réduction des délais de délivrance des autorisations administratives, la modification du régime contentieux, la mise en place de ce qu'on appelle, enfin la reconnaissance de ce qu'on appelle la raison d'intérêt public majeur pour la délivrance de certaines autorisations. Donc il y a des vrais éléments favorables au développement de la production de l'énergie. Et un autre élément qui est important, c'est la volonté du législateur de faire en sorte que les projets énergétiques développés sur le terrain profitent à la communauté locale. C'est-à-dire l'idée que le producteur contribue financièrement ou opérationnellement au développement de projets locaux. Et voilà, ce sont les grands, si on peut dire, les grands éléments qui sont dans cette loi. Après, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de s'arrêter sur certains thèmes particuliers. Moi, j'en vois trois. Le premier, c'est le sujet du régime des autorisations administratives, notamment le régime contentieux. Le deuxième sujet, c'est celui des PPA, des contrats de vente d'énergie. Et le troisième, qui porte sur un domaine spécifique, c'est l'éolien en mer et son développement en France. Oui, tout à fait. Sur les autorisations administratives, il est évident que pour développer un projet d'énergie, il faut obtenir des autorisations. La loi comprend un certain nombre de dispositions qui ont vocation à réduire les délais de délivrance des autorisations administratives et à les faciliter. Ce qui est intéressant aussi dans le texte, c'est la manière dont est régi ou la manière dont évolue le contentieux des autorisations, c'est-à-dire le traitement des recours de tiers. En fait, dans la plupart de ces projets, en tous les cas dans un certain nombre de ces projets, les autorisations administratives sont attaquées. Ça vaut en particulier pour l'éolien terrestre ou marin. Les autorisations sont attaquées. Elles le sont dans l'éolien terrestre dans 75% des cas, par exemple, dans l'éolien marin dans presque 100% des cas. Il est entendu qu'il n'est pas possible de priver les tiers de leur droit à recours, de leur droit à contestation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable puisque le droit à recours est juridiquement protégé. L'enjeu, c'est plutôt de faire en sorte que les bons projets
ceux dont on sait qu'ils sont juridiquement robustes et économiquement viables, puissent se développer alors même que des recours existent. L'idée, c'est de trouver un équilibre pour que ces recours ne freinent pas à l'excès les bons projets. Et il y a deux éléments qui sont intéressants dans cette loi. Le premier, pour ce qui concerne vraiment le contentieux, c'est l'hypothèse dans laquelle une autorisation administrative, donc attaquée par un tiers, serait considérée comme illégale, mais le juge considérait que l'illégalité est régularisable, c'est-à-dire qu'elle peut être corrigée, qu'elle n'est pas déterminante. Auparavant, avant cette loi, dans ce type de situation, le juge pouvait inviter l'administration à régulariser la situation. Il pouvait, mais il n'y était pas obligé. Ce que change la loi, c'est que désormais le juge a une obligation d'inviter l'administration, enfin d'enjoindre à l'administration de régulariser. Donc on peut se retrouver dans des situations où certes il y a illégalité, mais on sait que l'illégalité peut être corrigée et elle le sera, ce qui permet d'éviter la remise en cause de l'autorisation. Un deuxième point intéressant concerne le régime d'annulation des autorisations et la protection qui est offerte aux porteurs de projets dans le cas où les autorisations sont annulées. Il ne s'agit évidemment pas de faire des cadeaux aux porteurs de projets et de leur dire votre autorisation est annulée et vous serez couvert quand même. L'idée, c'est plutôt d'avoir un régime préventif qui apporte du confort aux financeurs en leur disant vous pouvez injecter de l'argent dans ce projet, vous considérez que c'est un bon projet. Certes, il y a des recours, le risque d'annulation est a priori très faible, mais même s'il devait advenir, si cette annulation devait advenir, vous auriez droit à une couverture financière. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans d'autres secteurs que l'énergie. Il existe par exemple dans les concessions d'infrastructures, dans les grands projets routiers ou portuaires ou aéroportuaires. L'idée ici, c'est que les producteurs d'énergie contribuent à un fonds qui serait donc destiné ensuite à verser des indemnités en cas d'annulation des projets. Donc le fonds serait financé en partie par les producteurs et sans doute aussi par l'État. Et l'idée, c'est que ce fonds ait vocation à s'appliquer, à indemniser quand il y aurait annulation par une décision juridictionnelle définitive et à hauteur d'une partie des pertes financières du projet. C'est un instrument intéressant. La loi pose le principe. Il y aura sans doute un certain nombre d'interrogations sur sa mise en œuvre qui interviendra dans le cadre d'un décret. Parmi ces interrogations, on peut se demander comment sera gouverné le fonds, comment concrètement il sera financé, quelles seront les autorisations administratives qui sont couvertes, même si la loi donne d'ores et déjà des indications, quels seront les délais de paiement. Il y aura un certain nombre de questions à régler dans le décret. Aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, il y a un régime qui existe, qui n'est pas un régime prévu par la loi, qui est un régime issu de la pratique, qui est un régime assurantiel dans certains projets, c'est-à-dire que certaines compagnies d'assurance acceptent de couvrir le risque de remise en cause des autorisations administratives et elles le font quand elles arrivent à se convaincre que le risque est limité. Et souvent, ce que font les compagnies d'assurance, c'est qu'elles demandent un avocat, en tous les cas, elles demandent une opinion d'avocat sur le recours, l'idée étant que l'avocat se prononce sur le risque plus ou moins élevé de chance de succès du recours. Et en réalité, ce que l'on fait là, avec ce fonds, ressemble un petit peu à ce régime assurantiel. Le cadre est bien sûr différent, le cadre de financement est bien sûr différent, mais il s'agit de rendre un peu plus systématique et de développer un peu un instrument qui existait en pratique, en tous les cas dans l'idée. Et une des questions qui se posera sans doute concrètement pour les indemnisations par ce fonds, ce sera de savoir si le fonds n'indemnise, ou en tous les cas n'accepte d'indemniser que les projets pour lesquels on considère que le risque de remise en cause de l'autorisation est limité, ou est-ce qu'il acceptera d'aller plus loin et de couvrir les différents projets indépendamment de l'analyse en amont des chances de succès. Oui,
Oui, sur la vente, sur le sujet de la vente d'énergie, la loi s'intéresse effectivement donc à ces PPA, c'est-à-dire à ces contrats de vente directe de l'énergie du producteur à l'acheteur d'électricité. Aujourd'hui, ce que l'on relève sur les PPA, c'est qu'ils présentent un certain nombre d'avantages. Pour le producteur, c'est la garantie d'un certain revenu à long terme, en tous les cas, peut-être pas la garantie, mais un degré de certitude raisonnable sur ses revenus. Pour ce qui est de l'État, le PPA ne sollicite pas les finances publiques, puisque c'est un contrat de vente privée entre un producteur et un acheteur. Et pour ce qui est de l'acheteur, le PPA garantit un certain volume en approvisionnement pendant une durée qui peut être assez longue. Sur ce sujet des PPA, la loi comprend un certain nombre de dispositions. On peut en relever 3. La première, c'est la possibilité pour les lauréats d'appels d'offres en matière d'énergie de combiner un régime de soutien public, donc de subvention versé par l'État, avec ce régime de PPA. Auparavant, c'était impossible. Quand un opérateur gagnait un appel d'offres lancé par l'État, qu'on appelle les appels d'offres creux, il bénéficiait d'un soutien public pour toute l'électricité produite et au prix du soutien public qui était prédéterminé dans le cadre de l'appel d'offres. Aujourd'hui, ce qui est autorisé par la loi, c'est donc de pouvoir combiner le soutien public et la vente directe dans le cadre de PPA pour une partie de l'électricité, le soutien public, et pour l'autre partie de l'électricité produite, la vente de l'énergie dans le cadre de PPA. Le deuxième point intéressant sur ce sujet des PPA, il concerne les acheteurs publics d'électricité, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les entreprises publiques qui pourront acheter de l'électricité dans le cadre de PPA. Elles pouvaient déjà le faire auparavant. La difficulté qui existait, c'est que le droit de la commande publique, le droit des marchés publics, obligeait à avoir des durées de contrat qui étaient limitées, de l'ordre de 2 à 4 ans, maximum 5 ans, ce qui n'était pas vraiment compatible avec l'industrie des PPA. Ce que change la loi sur ce sujet, c'est qu'elle prévoit que la durée de ces contrats, lorsqu'ils sont conclus par des acheteurs publics, dépend de la spécificité des prestations réalisées et aussi et surtout des investissements sous-jacents au PPA, y compris des investissements qui ne sont pas réalisés par les acheteurs. L'idée étant de pouvoir calculer la durée du contrat au regard des investissements qui sont faits par le vendeur pour produire l'énergie. Voilà. Et un troisième volet qui concerne les autorisations, c'est l'obligation désormais pour les producteurs d'énergie qui vendent l'électricité de cette manière d'obtenir une autorisation spécifique. Ils peuvent l'obtenir eux-mêmes ou ils peuvent demander à un fournisseur d'électricité de l'obtenir pour leur compte. Alors l'éolien marin est expressément et très clairement identifié dans la loi. Il l'est comme étant un secteur clé pour la production énergétique en France dans le futur, compte tenu des volumes de production et des coûts aujourd'hui de production. L'éolien marin, c'est un moyen de produire beaucoup d'électricité à des coûts aujourd'hui qui sont compétitifs. Il y a des vrais enjeux aujourd'hui sur l'éolien en mer en France qui sont liés à la nécessité de développer encore davantage la filière et vraiment de mettre toutes les conditions, de poser toutes les conditions pour que la France devienne une industrie, une terre d'industrie majeure dans ce secteur-là. Et cet enjeu, il concerne à la fois l'éolien posé, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, et aussi l'éolien flottant, qui est une technologie différente, qui lui est beaucoup plus récent, et dont le déploiement suppose des capacités industrielles importantes, notamment des capacités portuaires. Ce que prévoit la loi, l'un des éléments essentiels sur l'éolien en mer,
c'est la mise en place d'une stratégie et d'une planification. L'idée étant de pouvoir donner à l'État lui-même et aussi aux porteurs de projets, aux candidats, aux opérateurs économiques, de la visibilité sur les projets à venir. Et à ce titre, il est prévu que l'État, enfin le gouvernement, devra réaliser des documents stratégiques de façade prévoyant les projets sur chaque façade maritime à un horizon de 10 ans. Ce qui permet de donner de la visibilité à la fois évidemment aux citoyens, aux administrés et aussi aux opérateurs industriels. Il y a un deuxième volet dans la loi sur l'éolien en mer qui est plus juridique, si l'on peut dire, qui concerne la zone économique exclusive. La ZE, c'est ce qui se trouve au-delà de la mer territoriale, donc un peu plus au large. L'objectif aujourd'hui, c'est de construire les parcs éoliens marins en France dans la ZE, donc un peu plus éloigné. Ça suppose d'affiner le régime juridique de la zone économique exclusive, qui aujourd'hui n'a pas été conçu, en tous les cas à l'origine, pour accueillir des projets de ce type aussi sophistiqués, avec des coûts d'investissement, avec des montants d'investissement importants. Donc il y a un travail qui a été entamé déjà il y a quelque temps, un travail qui consiste à perfectionner le cadre juridique de la ZE. C'est un travail qui avait d'abord été mené par voie réglementaire avec un décret du 31 décembre 2021 et qui est poursuivi dans le cadre de cette loi du 10 mars 2023 en prévoyant un régime spécifique, notamment en matière de droit social applicable dans la ZE, en traitant le cas dans lequel un projet se trouve à cheval entre la mer territoriale et la zone économique exclusive, l'idée étant que les deux régimes juridiques sont différents. Donc il a fallu déterminer un régime juridique unique pour ce type de projet. Et le troisième volet, pour ce qui est de l'éolien en mer, en réalité c'est un volet, un peu comme on le disait au départ, c'est un volet qui n'est pas législatif, en tous les cas qui ne l'est pas aujourd'hui, mais qui concerne davantage les modalités pratiques. L'enjeu, c'est comment accélérer le développement de ces projets et comment les faire évoluer sur le plan juridique au regard de l'évolution des enjeux industriels. Aujourd'hui, il y a deux pistes qui sont envisagées et qui peut-être dans le futur supposeront des évolutions législatives ou réglementaires. La première, ce serait de faire des projets éoliens en mer sans soutien public, c'est-à-dire sans subvention. Aujourd'hui, le principe, c'est qu'on fait de l'éolien en mer posé notamment avec des subventions versées par l'État. Aujourd'hui, on se rend compte que les coûts sont devenus très compétitifs et que le régime de subvention publique n'est peut-être plus impératif. Donc l'avenir serait peut-être d'avoir des projets sans subvention publique, mais avec des mécanismes différents de redevances qui seraient par exemple payés par les porteurs de projets au titre de l'occupation de la zone. Et une autre évolution qui est envisagée par l'État, c'est d'engager des appels d'offres qui porteraient non plus sur un ou deux projets particuliers, mais qui seraient des appels d'offres multi-projets, par exemple par façade maritime, de manière à, dans le cadre d'un appel d'offres unique, pouvoir octroyer des capacités très importantes, le cas échéant, à plusieurs développeurs, plutôt que d'avoir un appel d'offres pour un projet, ce qui prend nécessairement du temps de mise en œuvre.